Bonsoir les amis. Bonsoir à tous, bienvenue en conférence de presse post-fight d'Ares 17. Donc on va commencer cette conférence avec Fernand qui va nous donner d'abord les entrées de la soirée et suivi des bonus de la soirée aussi. Fernand, Alors, je t'en prie. merci, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Qu'est-ce que je veux dire? On a 2800 spectateurs. C'est sold out. Vous avez compris. Ensuite, en bonus, qu'est-ce que j'ai? En bonus, on a la soumission de Oudela. Donc, il a un bonus. Le bonus de la soumission, on a... Non. C'est Marissa. Non? C'est quoi? C'est Sardi. C'est Sardi qui a fait une soumission sur Mimbatirov. Oubliez, pas au-delà. C'est Sardi qui a fait une soumission sur... voilà. C'est Sardari. Sardari. Ouais. C'est pour ça que je dis Sardi, c'est Sardari. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme soumission? J'ai Younoussov qui a l'agressivité, donc ce qu'on appelle le bonus offensif sur Twitter, et qui a le KO de la soirée. Et puis, c'est tout. On a 2 bonus, la soumission, le Twitter par Younoussov, et puis le KO par Younoussov. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On commence avec les questions. Bonsoir Fernand. Bonsoir. Naïm pour Culture MMA. Dans le vif du sujet directement, la suite pour Abou. La suite pour Abou, je pense que le suivant pour Abou, c'est forcément Peña, qui est le champion incontesté. Là, c'était une ceinture intérimaire, et donc si Peña veut bien, il fera la défense de ceinture. Mais s'il n'est pas prêt, Abou fera la ceinture avec quelqu'un, je ne sais pas encore qui, on a quelques réserves, mais pour le moment c'est Peña. Le combat entre Peña et Abou devrait avoir lieu sur le début 2024. Ok, très bien. Merci. Question suivante. Bonsoir Fernand, Alexandre Rousseau pour Gongi Ornogui. Est-ce que vous comptez rester ici à Marcel Cerdan ou retourner au Dôme de Paris dès l'ARES 19? Non, on va repartir sur 2024. Le prochain événement s'est fait ici, le 15 décembre, on est ici. Et ensuite, on repart sur la nouvelle salle, la Didas. Et ensuite, on va faire le Dôme de Paris. Et puis, pour le moment, le calendrier, je vous le confirmerai, mais on va faire un voyage en province. Merci. Question suivante. Bonsoir Fernand, Tom pour Stade Perform. Cette carte a été perturbée par beaucoup d'annulations, il n'y a eu que 7 combats. Comment tu l'as vécu toi? Ça a beaucoup été critiqué. Et pour poursuivre la question, pourquoi il n'y a pas eu de backup à Jabsoudinov King Kamel? Les critiques, faut pas calculer. Vous faites tout ce qui est bien. Il y aura toujours des critiques. C'est pas un baromètre. Faut pas tenir compte de ça. Par contre, effectivement, on aurait pu avoir un backup, mais l'état de santé de Baïsangou n'était pas correct. En gros, Baïsangou, il est dur au mal. Et il est tombé dans les paumes 2 fois. Et donc, du coup, lui, il voulait combattre. Sa famille et moi, on a décidé qu'on ne le faisait pas combattre. Donc, c'est l'essentiel, c'est le plus important.
C'est les décisions primordiales qu'il y a eu. Bien entendu, il y a eu à côté l'adversaire qui n'était pas assez d'accord. Il y a des gens qui ne voient pas encore, qui n'étaient pas assez d'accord sur le fait de combattre pour autre chose que la ceinture parce qu'il est venu pour la ceinture. Mais la réalité, c'est que si Baezango avait été en santé, on aurait certainement trouvé un autre adversaire pour lui. Et juste, je poursuis. Il y a Ibrahim Amani qui a demandé, qui a dit qu'il était prêt lui à faire le backup. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Ibrahim Amani? Est-ce que tu penses qu'il va bientôt revenir dans la cage? Je n'étais pas au courant. Sur Twitter, il a dit qu'il était prêt à, s'il y avait un éventuel backup, qu'il était prêt à prendre une caméra. C'est génial. Ça, c'est génial, c'est bien. Mais sincèrement, je n'étais pas au courant. Ibra, tu as mon numéro de téléphone. Si tu passe-moi un texto et on y va. Merci, Femme. J'en profite, Djeko. Moi qui traite tous les sujets du sport, il y a une question un peu hors Ares, mais qui te concerne aussi. Il y a la rumeur du PSG MMA qui revient souvent. Je voulais savoir, toi, ton avis sur ça. Qu'est-ce que ça peut apporter au MMA français dans le développement? Et est-ce que tu as des petites infos sur ça pour nous? Les infos ne sont pas encore claires, mais il y a des rumeurs qui sont assez fortes dessus et c'est une bonne chose. Ce qui a construit le MMA français aujourd'hui, c'est la concurrence. La concurrence, elle est magnifique. Il n'y a rien qui pousse autant à se développer. Donc voilà, si c'est le cas, c'est une très bonne chose. Let's go. Et dernière question pour moi, Baki Klinkhammer, on peut l'avoir sur la RS 18, c'est possible ou pas? C'est ce qui est prévu. Ce n'est pas encore signé, mais c'est prévu. On est quasiment à la finalisation des accords dessus, mais je suis quasiment sûr que sur RS 18, le 15 décembre, ici même, on aura Baki versus Klinkhammer. Moi, j'ai une question. Fernand, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les ambitions d'Ares en 2024? Est-ce que tu peux potentiellement annoncer des dates pour le début d'année? Est-ce que tu sais combien de dates il y aura? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Sur 2024, on a une dizaine de dates. Mais je ne peux pas annoncer les dates parce que j'ai besoin de quelques jours. Il faut qu'on finalise les signatures de contrats de salle. Ce serait très compliqué pour nous d'annoncer une date et avoir un souci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a annoncé un événement l'année dernière en septembre sur la scène musicale et finalement on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas signé le contrat, donc on va éviter de faire ça. Mais voilà, on a une dizaine de dates parmi lesquelles il y a deux dates qui seront en circuit fermé, où il n'y aura pas de spectateurs, juste pour la télévision. Ouais. C'est ça. On vise avril et mai pour ces dates-là. Bonsoir Fernand. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, tu vas comprendre ma question. Depuis le PFL Paris, tu as traversé une belle tempête. Moi, je veux juste savoir comment toi tu l'as vécu entre les déclarations de Cédric Doumbé et la petite échauffourée avec Cyril Diabaté sur Twitter. Comment toi, personnellement, tu l'as vécu cette tempête? Je le vis normal. Celui qui essaye d'être un entrepreneur, s'il y a un conseil que je peux donner aux gens, c'est ça, c'est que si vous êtes jeune là et que vous essayez de faire de l'entrepreneuriat, ne vous lancez pas dessus si vous n'êtes pas capable de passer des tempêtes. Des tempêtes, il y en aura. Vous allez être sous des tempêtes, que vous le vouliez ou non, à partir du moment où vous allez sortir du lot. Et donc, je le vis comme quelque chose que j'avais prévu, qui secoue un peu. Mais heureusement, à partir du moment où vous avez un socle solide, une famille solide, j'ai une famille extrêmement solide en termes d'amour, de soutien. Et donc, du coup, ça vous rappelle toujours la réalité de dire ce qui se passe sur Twitter, c'est autre chose. Vous voyez là, vous étiez là dans la salle, c'est notre vie. Twitter, on vous donne l'impression que ça va s'écrouler. Sur Twitter, vous avez eu combien de demandes de remboursement, de plaintes, de machin, et là, Baki s'est baladé dans la salle, il n'y a pas eu une fois
quelqu'un qui a dit bouh, quoi que ce soit. C'était clean. Twitter, c'est une autre vie. La réalité, c'est une autre vie. Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs, c'est de garder ça en tête, de vous dire que ce qu'on vous dit sur les réseaux, il faut que vous soyez capable de réitérer votre volonté à entreprendre et ne lâchez jamais l'affaire. Bonsoir Fernand, Noé de Cover. Moi j'ai deux questions sur Ares. La première, c'est donc là tu viens d'évoquer deux éditions à huis clos, fermées au public. Est-ce qu'on pourrait en connaître la raison? Est-ce que c'est pour des raisons purement financières ou C'est des raisons d'optimisation de finances. En réalité, on envisage faire ça, de se dire qu'on va optimiser. Il y a un moment donné où les coûts du public, ça ramène d'autres coûts, la sécurité et tout ce qui va avec. Et on se dit, bon, il y a des événements où on doit combler parce qu'on a des accords avec des télévisions et on va aller chercher à satisfaire tout le monde. Et puis, il y a des événements sur lesquels on va donner au public ce dont ils ont besoin. Oui, c'est de l'optimisation sur le BP. Et deuxième question sur Ares, c'est sur le roster, parce que cette année on a donc Damien qui est tombé pour dopage, Amin Ayoub qui va peut-être pas recombattre, Taylor Lapidus qui est à l'UFC, Abdul qui est parti, Baki, on sait qu'il a exprimé ses envies d'ailleurs aussi en termes d'organisation, donc on sent quand même qu'au niveau du star power un peu les choses ont été bien faites puisque les gens s'en vont, mais en même temps il faut renouveler. Est-ce qu'aujourd'hui s'il y a une inquiétude au niveau d'Ares l'année prochaine de trouver des main eventers et des gens qui peuvent remplir les salles Moi je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez qu'après ce que vous avez vu à Main Event, vous avez besoin de d'autres stars encore? Quand vous avez des jeunes qui ont 3 combats, qui deviennent stars à cette puissance, vous ne voyez pas que ce qu'on a, il est là la star d'ailleurs, vous ne voyez pas que ce qu'on a finalement, c'est que ce n'est pas qu'on a des stars, c'est qu'on a une capacité à créer des stars. On a des jeunes qui arrivent, Abdul était déjà quelqu'un de super, un très bon combattant qui était au Brève, grosse organisation, mais pas tant de monde le connaissait. Il arrive sur Ares, il fait quelques combats mainstream. Tout le monde en parle et puis il peut faire son voyage. On focalise beaucoup sur les départs et on ne se rend pas compte que quand vous avez une pépinière et que vous avez un beau jardin, vous avez un beau terreau, quoi qu'il arrive, vous en aurez des stars. Ce qu'on sait faire, nous, c'est de donner la possibilité à ces jeunes de s'exposer et de devenir des stars. Et donc, on va le faire et refaire tant qu'il le faudra. Il y aura du mouvement, il y aura des gens qui vont vers l'avant, mais on a la capacité de sélectionner des gens qui sont particulièrement bons. Regardez le combat de Mimbatirov. Vraiment, dans la catégorie, un jeune comme Mimbatirov, je le trouve extrêmement bon. Franchement, sa team, bravo, très bonne team. Je ne veux pas qu'il se décourage parce qu'il a perdu aujourd'hui, mais en face de lui, il y avait un tueur à gages. Cet Anglais, il a fait tout le roster en Europe, il a fait les grosses organisations, et on est capable d'aller chercher les mecs comme ça pour apporter de la grosse compétition. Ça veut dire que quand il y a un qui bouge, quand il y a William Gomis qui s'en va à l'UFC, quand il y a un Taylor Lapidus qui s'en va à l'UFC, on a toujours du renouveau, on va toujours créer. On ne va pas aller chercher des anciens stars du Bellator, des vieux stars du PFL. Non, on prend des jeunes, on leur donne la possibilité. Quand on a commencé ce truc, qui aurait cru en fait que quand on a annoncé le combat Abou contre Mustafa Eda, tout le monde a crié au scandale en disant en fait, c'est une utopie, c'est un suicide, on l'envoie un petit au suicide. Voilà ce qu'on est capable de faire. On a changé, à cause de lui, on a changé la règle de la fédération qui disait qu'il était incapable d'affronter Mustafa Eda. Regardez aujourd'hui. Des fois, faut juste croire en ce qu'on est capable de faire, ensuite ça avance. Donc je vous dis, ne vous inquiétez pas pour 2024, on a plein de pépites qui arrivent. On a signé 6 nouvelles filles, on a signé des jeunes gars. Enfin, ne vous inquiétez pas, il y aura des stars sur RS. Et une petite dernière, je pense que pas mal de gens ont été surpris qu'Alexandra Tekena soit en carte préliminaire. Aujourd'hui, avec cette victoire plutôt convaincante ce soir, est-ce qu'on peut s'attendre à la voir pour la ceinture la prochaine fois? Comment vous pouvez encore douter sur notre capacité à vouloir monter Tekena à la ceinture quand on lui a donné la ceinture alors que personne n'espérait qu'elle ait la ceinture? J'en doute pas, elle a fait la ceinture, elle avait à peine 3 combats et on l'a mis sur la ceinture. Vous comprenez bien que nous, on est là pour faire ça. Mais à l'opposé de ce qu'ils le disent sans savoir ce qu'ils disent, nous, on a des outils qui nous permettent de voir qui vend, qui ne vend pas. Aujourd'hui, on est capable en temps réel de dire
combien de personnes étaient connectées sur UFC Fight Pass au moment où Tekena combattait. On est capable de dire exactement le nombre de déconnexions qu'il y a eu, le nombre de maintien de connexion qu'il y a eu. Donc on a des outils qui nous permettent de, quand on met des personnes un peu en avant ou moins en avant, ne vous posez pas les questions. Il y a des gens, on a une team d'opération, ce sont des tueurs. Enfin, vraiment, je profite de cette plateforme-là pour remercier mon équipe, de remercier Camille, remercier Guillaume Néel. Enfin, il y a des gens qui travaillent en douce, là, en back-office, qui font un travail exceptionnel. Donc, ce n'est pas un hasard. Les classements qu'on a, quand on a voulu mettre Tekena pour la ceinture, et qu'elle le méritait, et qu'il y a tout le monde qui disait, mais non, on ne peut pas mettre Tekena pour la ceinture. Nous, on l'a mis parce qu'on pensait que là, elle avait quelque chose. Là, aujourd'hui, sur la Fight Card qu'il y avait, il y avait des gros vendeurs sur la Fight Card. Bien que ça vous paraisse pas, nous, on a des outils pour le voir. Voilà. Bonsoir Fernand, Louis Lecomte pour le Figaro. Moi, je voudrais savoir comment se passe la restructuration du MMA Factory qui a déménagé de Rungis. Est-ce que le partenariat avec Venom, qui est un partenaire très important, se passe bien? Est-ce qu'il y a une autre marque qui est intéressée? Est-ce que l'aménagement de la nouvelle salle avance? Comment se passe toute cette restructuration? Plutôt bien. Plutôt bien. C'est bizarre de le dire, mais cette salle-là, ce qu'on a aujourd'hui comme la maison mère, déjà le flagship qu'on a, le MMA Factory dans le 12e, 91 boulevard Poniatowski, c'est une salle qui a vu naître des champions, y compris des champions du monde. On n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Dans cette petite salle-là de 300 mètres carrés, 350 mètres carrés, on a eu un athlète qui est devenu aujourd'hui le champion du monde et le champion de boxe qu'on connaît, Francis Ngannou. Dans la même salle, on a eu Cyril Gane. Dans la même salle, on a eu Nassourdine Imavov. Dans la même salle, tous ces tueurs-là viennent de cette petite salle, déjà. Ensuite, à côté de ça, on a un partenariat très bien avec la meilleure école de jiu-jitsu brésilien en France sur les 3 dernières années. C'est Infinity, qui gagne tout en gi et en no-gi. Et avec eux, on a ouvert une salle à la Défense. Donc, vous voulez y aller, vous avez la possibilité d'aller faire le jiu-jitsu brésilien, le MMA, est-ce que vous voulez là-bas? Et puis, le partenariat avec Venom se porte très bien, puisque vous avez vu là, Venom, toujours sponsor de Ares, Venom, toujours sponsor de MMA Factory, Venom, toujours sponsor de Cyril Gane. Bien entendu, il y a une structure qu'on a aménagée à un moment donné parce qu'on croyait à la rentabilité. La rentabilité n'est pas bonne. On fait de l'optimisation financière. Il ne faut pas se compliquer la vie avec. Donc, il n'y a pas une restructuration en tant que telle. Il n'y a pas besoin de restructuration en tant que telle. On a juste besoin d'avancer et d'optimiser avec le temps. Vous prenez un outil avec lequel vous travaillez, vous vous rendez compte que l'outil est performant, vous le gardez. Vous vous rendez compte que l'outil n'est pas performant, vous trouvez une solution pour optimiser. Bonsoir Fernand, Alexandre Mahler pour La Sueur. Puisqu'on sort un petit peu du cadre d'arrêt, je vais me permettre une question sur Cyril Gane. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles du bon gamin, nous dire quelle est la suite pour lui? Cyril Gane va bien, vous l'avez vu tout à l'heure, il va bien. Surtout, il profite du temps qui lui a été donné pour s'entraîner. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi il est question et qui sont surpris par exemple de tout ce qui se passe en ce moment où nous, la team de Cyril Gane, on n'est pas surpris puisque ça fait 2 mois qu'on sait que Cyril va combattre en mars. Donc c'est prévu depuis. On le sait, et donc il s'entraîne depuis. Il accélère son apprentissage de sol, il accélère son apprentissage de la lutte, il perfectionne son striking. On n'a jamais eu autant, on a eu besoin de temps pour se développer, pour qu'il soit capable d'affronter le quatuor du classement et on est bien parti. Il s'entraîne à mort. Il fait que ça, on ne fait que ça et voilà. Et l'adversaire? L'adversaire, pour le moment non. Merci. Excuse-moi Fernand, une dernière. Tu as évoqué Mars, ce serait aux États-Unis ou on dirait pas loin d'ici? Je n'aurais pas dit Mars. Je n'aurais pas dû dire Mars, je suis désolé. Bonsoir Fernand. Fred pour Gong. Je voulais juste revenir rapidement sur le cutting. On voit que ça pose des problèmes à répétition quand même pas mal. C'est pas un sujet anodin quoi, pour la santé des combattants. Je voulais savoir, toi, si tu pensais que ce cutting, c'était une fatalité, tu vois,
Et est-ce qu'il n'y aura jamais une solution pour ça? Enfin, on sait qu'il peut y avoir une solution, c'est de peser les combattants le jour même. Mais après, bon, ça sous-entend de ne plus faire comme le modèle, c'est-à-dire l'UFC. Enfin, qu'est-ce que tu penses de la question? Ce n'est pas une fatalité, mais on n'est pas loin de ça. Enfin, c'est une quadrature du cercle. C'est un problème qui est compliqué à résoudre. Dans le sens où à partir du moment où il y a une personne qui fait le cutting, il y a tout le monde qui doit suivre. Une seule personne qui fait le cutting, si tu ne le fais pas, tu te retrouves désavantagé. Donc, bien que je déplore ça, on a essayé tout. Pour les amateurs, on les pèse le même jour, mais pour les pros, c'est difficile pour l'organisation parce qu'aujourd'hui, pour vendre un combat, il y a la notion économique qui fait que pour vendre un combat, on a besoin de faire ce qu'on appelle la pesée cérémoniale. Et donc, il y a besoin d'un peu de temps qu'ils aient récupéré et qu'ils soient... Voilà, c'est complexe. Le véritable truc, c'est que petit à petit, chacun dans sa team doit prendre les bonnes décisions. S'il y a plusieurs fois la même personne qui n'arrive pas à faire le poids dans une KT, peut-être qu'il faut bouger. Là, aujourd'hui, c'était un accident. C'était un dos d'âne sur son parcours à Baïsancourt. Il a toujours fait le poids avec la même méthode et ça se passe très bien. Je pense qu'il y a de la métamorphose. Son métabolisme change. Il a 22 ans et à 22 ans, il y a encore des choses qui changent dans la morphologie. Et je pense que son morphotype a posé un problème et a surpris Nabil, son diététicien. Mais quoi qu'il en soit, moi, je ne suis pas de ceux qui vont pointer du doigt ce qui n'a pas marché. Je vais pointer du doigt. Je vais plutôt prendre une leçon en me disant, bon, on a appris quelque chose. On a compris que le petit jeune a changé de morphotype et que la quantité d'eau qu'il était capable de perdre dans le temps qui lui était donné, il ne réussit pas à le faire. On va adapter la prochaine fois et ils auront le temps de changer. Voilà comment je vois les choses. Mais vraiment, à grosse échelle, je ne sais pas comment résoudre la problématique. Le ONE FC l'a essayé, ça a été un échec, ça ne marche pas. L'UFC moniteur un peu, c'est compliqué. Donc, c'est à chacun d'entre nous de juste prendre soin de nos athlètes et de penser à la santé d'abord. Bonsoir, Clément pour NoSense TV. Dans la lignée de la question par rapport à Cyril Gane, qu'en est-il pour William Gomis? William Gomis combat le... C'est quoi? 3 février. William Gomis combat le 3 février. Contre qui? Bien entendu, je ne peux pas vous dire le nom. Bien entendu, je ne peux même pas vous dire le lieu parce que je n'ai pas encore le droit. Il y a une obligation qui fait que quand on a signé un contrat, on doit attendre que ça s'annonce, on doit attendre qu'il y ait l'UFC qui annonce en primeur la promotion et qu'ensuite on annonce. Mais William Gomis a re-signé avec l'UFC pour 4 nouveaux combats avec une belle augmentation financière et il fait son retour le 3 février. Ok, ça sera la dernière question pour Fernand. Bonsoir Fernand, Denis pour Sports Content. Pour continuer par rapport au Factorien, juste une petite question. Où en est Jordan Zebo? Quand est-ce qu'on pourrait le revoir? Jordan Zebo va faire son retour en février. Jordan Zebo combattra en février. Il se porte très bien. Je dis février, mais je ne suis même pas sûr à 100% qu'il ne combatte pas en janvier parce que nous, Suarez, on l'a prévu en février, mais on est en le PFL le veut pour de la longue durée, mais on s'est mis d'accord pour faire de la copromotion. Donc, Jordan Zebo va combattre sur les 2 événements. Il se porte très bien. Il a repris les entraînements. Il est très bien. C'est un choix pour lui de se mettre un peu en retrait, mais il se porte vraiment bien. Il a aidé sur la préparation de Wissem Agmouche, celui qui était le sparring principal, c'était Jordan Zebo. Juste pour rebondir rapidement par rapport au PFL Paris, peut-être j'ai loupé l'info, mais pourquoi ne pas avoir été dans le coin de Jordan? Parce que je n'ai jamais été dans le coin de Jordan. C'est que Jordan, on a des cellules, nous on organise chez nous des cellules. Je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne peux pas être partout. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'il y a des personnes, on a des teams qui font évoluer nos athlètes. On les entraîne, on les accompagne, on met des stratégies globales en place et ensuite il y a une team, une cellule qui accompagne quelqu'un jusqu'au bout. Là, jusque-là,
l'équipe qui a accompagné Jordan et qui a fait que Jordan se retrouve à 4 combats et 4 victoires, y compris les combats amateurs, c'était l'équipe composée du head coach, comme on dit. Et il n'y a pas de raison de changer ça. Il n'y a pas de raison que des choses périphériques viennent changer ça. Si on change ça, qu'est-ce qu'on dira? On dira, ben voilà, le gars il gagnait ses combats, Fernand débarque, il perd son combat. Si on changeait ça, qu'est-ce qu'on dira? Ben, Fernand, il aime la lumière, il est venu montrer sa ganache, où il y a le combat, il y a la lumière. Quoi qu'on fasse, vous avez toujours des questions qui se posent. Donc, je vous le dis, il était archi bien préparé, il a été archi bien accompagné. On a été là tout le temps, j'ai été là-dessus. Toutes les soirées, on a fait des entraînements de nuit avec Jordan. Il n'y a pas un seul entraînement que j'ai loupé. On était là tous. Et puis, voilà, il faut une victoire sur un combat. Son adversaire était bon, il a gagné. Il ne faut pas chercher autre chose. Il ne faut même pas se poser la question. C'est comme ça. Il a eu une bonne team. Il aura toujours cette team. Chacun de nos gars de MMA Factory a une cellule qui l'accompagne. Et sa cellule, ce jour-là, a fait un très bon boulot. Et malheureusement, c'est comme ça. Merci. C'est la dernière question pour toi, Fernand. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre temps. Au revoir. Je vais amener une deuxième chaise. On accueille notre champion, Abou Younousov. Bravo, félicitations Abou. Merci beaucoup les gars. Martin. Ça marche? Avant que je commence, je voulais remercier Benjamin Sarfati et Fernand Lopez. C'est grâce à eux on a eu l'occasion pour faire tout ce qu'on fait maintenant. Donc merci beaucoup Fernand Lopez, merci beaucoup Sarfati, Benjamin Sarfati. Et merci beaucoup notre club de MMA Factory. Voilà, on peut commencer là. On commence avec la première question. Bonsoir à vous, Alexandre Mahler pour la sueur. Avant toute chose, félicitations. Bon, c'est quoi la suite? Salut Alex. Je veux tout. Je veux tous les ceintures, 57, 61. Je veux la tête de Demarté Peña. Donc je veux tous les bonus, tous les ceintures, ça doit être à moi. Juste avant que tu arrives pour t'asseoir, on parlait avec Fernand Lopez justement, on parlait de la suite pour toi. Il expliquait qu'un combat avec Peña est vraiment envisageable. Est-ce que c'est une rencontre qui t'excite et à quoi tu penses qu'elle pourrait ressembler? Franchement, si le comportement de Peña est bien, je lui donnerai une occasion pour un combat contre moi. Merci. Félicitations Noé de Cover, félicitations pour la ceinture, très belle performance ce soir. On t'a senti en contrôle, t'as un peu aidé par le fait qu'il soit ouvert à un moment et que je pense que ça l'a un peu perturbé. Mais de A à Z, c'était un combat contrôlé. C'était quoi la stratégie en entrant dans la cage? Et est-ce que le fait qu'il soit ouvert et le fait qu'il soit affaibli d'un coup, est-ce que ça a changé la stratégie ou est-ce que tu es resté fidèle à ce que tu voulais faire? Les stratégies c'était placé par mes coachs. J'ai travaillé pour un seul combat pendant 6 mois. 6 mois, c'est une longue période quand même parce que le combat a été reporté plusieurs fois. En vrai, honnêtement, je peux dire que les coups de coude que j'ai mis, on a travaillé ça avec mon coach Lopez, Fernand Lopez. Donc, je pense que ça marchait la stratégie qu'il a mis. Voilà. Et ça n'a rien changé. Et ça n'a rien changé. Et du coup, question pour ton frère. On imagine que voir Aboubacar performer comme ça ce soir, ça te donne des envies pour le mois prochain? Déjà, je voulais préciser, le coup de coude, il n'a rien changé du tout. De A à Z, avec tout le respect qu'on a et tout, c'était le combat contrôlé. Que ce soit en boxe, que ce soit en lutte, que ce soit en boxe taille, tous les trucs. Maintenant, Abou, il a pris un seul coup dans le combat. Hein. Donc, on ne peut pas dire que c'est le coude qui a changé. Ça fait 2 rounds, il était sur lui. Non, je dis pas faut donner ce qui... Comment on dit là?
Ce qui revient à César, faut le donner en fait. Je sais pas. Et maintenant, pour moi, bah oui, ça me donne une motivation de ouf pour aller chercher deuxième ceinture parce qu'on avait un rêve qui s'est présenté très récemment quand on était annoncé pour la ceinture. On a dit qu'on veut faire une photo légendaire selon nous, mettre notre maman au milieu, une ceinture à un côté, l'autre. Et là, on est les plus fiers. Ce serait une belle photo, effectivement. Bonsoir, félicitations pour votre victoire. Louis Lecomte pour le Figaro. Moi, j'aimerais savoir si vous avez senti pendant le combat un déficit athlétique chez votre adversaire. Est-ce que vous avez senti vraiment que vous aviez plus de force ou c'était de... Non, vous étiez de force égale? franchement, niveau physique, on savait très bien que je suis plus fort que lui, parce que c'était pas son point fort, on peut dire. Mais je pense que le travail qu'on a fait avec Mathieu Facel, mon préparateur physique, ça payait. Genre, je me sentais vraiment de ouf physique. Donc, en fait, j'avais tellement en force physique, j'avais peur de précipiter et en même temps se fatiguer parce que je sentais tellement que je suis plus fort. Du coup, c'était dur de contrôler, mais bon. Et vous auriez tenu ce rythme sur les 5 rounds s'il avait fallu? Oui, mais à un moment, l'arbitre, quand il a arrêté pour regarder l'ouverture ou non, là, il m'a cassé un peu le rythme, on peut dire. Parce que au début, je suis parti tellement, coup de coude, etc. J'ai rattrapé un bel rythme. Mais l'arbitre, il a arrêté, du coup, je dois rattraper ce rythme. Donc, je pense que déjà, vous savez très bien que notre style, à moi et à mon frère, c'est pas de gagner de décision. On n'est pas des gars qui restent 5 rounds avec notre adversaire. On est là toujours pour faire une finalisation. Et s'il faut rester 5, 10 rounds, je pense pas que c'est un problème pour nous. Shems pour le média Le Parcours. Tout d'abord, bonjour à Boubacar et bonjour Tourpal. Parle fort, s'il te plaît. Ah, je parle pas assez fort là? Ouais, vas-y, parle. Dans le micro. Ok. Tout d'abord, bonjour à toutes, enfin, bonjour à vous. J'ai entendu dire que le game plan c'était de mettre des middle au corps et de finir sur une clé de talon. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, rien à voir. Rien à voir. C'était quoi du coup le game plan Le game plan c'était mettre pression au maximum parce que Mostafa Aida c'est un guerrier et quand lui il attaque il est hyper fort. Donc là notre stratégie c'est avancer, toujours avancer, de ne pas laisser respirer. Mais clé de talent, je sais pas, je peux pas dire que je sais, je suis un ceinture marron de JB, je fais bien, mais je peux pas dire que je suis un spécialiste de clé de talent. Du coup, non, c'était pas prévu. C'était pas de le soumettre le game plan? Submission, oui, mais pas clé de talent. Et là, c'est quoi du coup le prochain objectif? C'est d'Amarte Peña et suite à ça. Franchement, comme je t'ai dit, j'ai eu une période dure, 6 mois de préparation. J'ai vraiment des trucs durs qui se passaient dans ma famille. Il y a mon grand frère qui est décédé. Et malgré ça, j'ai continué de me préparer pour ce combat, même si c'était dur mentalement, c'était dur physiquement. Là, je pense que je vais me reposer un peu parce que je pense que je mérite vraiment. Et après la suite, une fois qu'on est reposé, je vais parler avec mon frère. Ce qu'ils disent, on va faire comme ça. C'est pas moi qui décide, c'est lui. Il faut juste préciser que le décès de notre frère, il est venu en plein camp de préparation. Donc, c'était très difficile de se lever le matin à 9h pour partir à l'entraînement alors que ta maman et toute la famille, elle est en pleurs et tout. Et on voulait même annuler le combat. Et notre maman, elle disait, non, annulez pas le combat, il faut la gagner pour votre frère. Et on a fait tout pour la gagner. Cette ceinture-là, c'était la plus spéciale pour nous. Vous connaissez qu'il y a frère Younous, il y a Turpal et moi, parce qu'on est des sportifs. Mais on avait un troisième frère aussi. Mais Dieu l'a pris malheureusement. Voilà. On va passer à la dernière question pour les frères Younousov. Mathieu. Vas-y Mathieu. Salam alaikum. Ouais, ma question elle tourne autour du fait qu'il y avait Khamzat Chimaev et Imavov dans votre coin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça fait d'avoir dans son coin Frère, comment tu veux perdre devant des gens comme ça? T'as pas le droit, frère, je te jure. Je sais pas, si je perds, frère, les deux, on me tabasse de deux côtés. Surtout qu'il y a le premier Tchétchène qui a perdu. Il fallait pas que le deuxième Tchétchène perde. C'était chaud, je pourrais pas perdre. Après,
Le travail c'était déjà fait. Que Hamzat était là, c'était une motivation plus, c'était un bonus. Nasruddin et Nasruddin Imamov et Hamzat Chimaev. Baki aussi, il était là. Baysangour aussi, Baysangour était toujours avec moi. Donc frère, quand tu as des monstres comme ça à côté de toi, tu peux pas perdre. Ça t'a mis la pression un petit peu ou pas forcément? Non. Je te jure, peut-être c'est bizarre, mais je suis pas quelqu'un qui a un pressing, genre quelqu'un qui stresse. Même si c'était un combat qui est le plus dur dans ma vie, c'était un combat le plus important dans ma vie, mais j'étais en mode, je suis en entraînement, je m'en fous. Abou, il stresse pas, c'est un bon stress, il réfléchit l'issue de combat et je peux vous garantir, depuis le début de sa carrière sportive et pas MMA en grappling, chaque fois quand il était sous pression, il était ceinture bleue, il combattait contre des ceintures noires. Moi-même, j'ai douté. Il rentrait, il sortait de trucs un truc incroyable. Et tout le monde disait waouh. En fait, je pense que c'est un bon stress que le motive pour le combat, qui reste focus pour le combat. Je peux dire dernièrement, je voulais juste. Je sais qu'avant les combats, il y avait beaucoup de trash talk, il y avait beaucoup de pics de ma part. Et après, Mouss m'a répondu aussi. Mais je voulais les remercier sincèrement parce que c'est un bon gars, c'est un guerrier. C'est le seul qui a osé accepter le combat contre moi. Lui, pour moi, c'est un des meilleurs en bantamweight en France. Et c'est quelqu'un qui mérite vraiment le respect. Tout ce qui se passait dans le réseau, ça reste là-bas. C'était juste, c'est notre travail, on a essayé de vendre ce combat. Mais Moustapha, c'est quelqu'un qui est futur. Je pense que ça va rester quelqu'un proche pour moi. Et juste, on veut, après ce combat, demain se réveiller et Abou il soit deuxième meilleur bantamweight juste derrière Taylor Lapillus. Bon. Abou, merci pour ces mots. Merci beaucoup et on peut te féliciter encore. Mathieu, il voulait. Mathieu. Je te poserai en off. On off. Viens, on fait en off ensemble. Viens Mathieu, viens. Pas besoin de faire ton. On n'a pas fini, on va accueillir Moustapha Aïda si vous le voulez bien. Moustapha ? Bravo Moustapha. Moustapha, bonsoir. Bonsoir. On te félicite quand même pour ce magnifique combat. Est-ce qu'avant de commencer cette conférence de presse, tu aurais quelques déclarations à faire ou tu préfères passer directement aux questions ? Ouais, je tiens vraiment à m'excuser auprès de tous ceux qui sont venus me supporter, tous ceux qui ont fait le déplacement, même ceux qui m'ont envoyé tout simplement un message avant le combat et qui attendaient un gros combat de ma part. Je suis conscient que je vous ai déçus et franchement, je suis très désolé. C'est tout. Moustapha, bonsoir. Andrea de Boxmag. Je voulais te demander, c'était quoi le game plan initial? Et ensuite, au niveau du coup de coude, je voulais savoir qu'est-ce qui s'était dit avec la docteure. De base, mon game plan initial, c'était de boxer, rester à distance et pas aller au sol. Après, pendant le combat, au début du premier round, je me fais amener. Je me prends un coup de coude qui m'ouvre le crâne et j'étais vraiment déstabilisé après ce coup. J'étais vraiment déstabilisé. Et qu'est-ce qui s'est dit avec la docteure pendant qu'elle t'examinait? Quand j'ai été ouvert ou après le KO? Non, quand tu étais ouvert. Quand j'étais ouvert, elle voulait arrêter le combat. Après, j'ai un peu forcé, j'ai pas voulu arrêter et c'est tout. Et est-ce que tu arrivais bien à voir de ton œil malgré le sang qui coulait? J'ai eu beaucoup de problèmes avec le sang qui coulait sur mon œil. J'avais du mal à voir. Et après, c'est tout, ça arrive, c'est pas grave.
Bonsoir Mustapha. Moi ma question elle est beaucoup plus simple. C'était une ouverture très très impressionnante. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Comment est-ce que ça va un peu mieux? Non, ouais, je me sens très bien. Après, c'est vrai que sur le coup, ça m'a fortement déstabilisé parce que ça saignait vraiment beaucoup. Et, ouais, et j'ai perdu pas mal de sang, donc je pense que ça a joué. Et on imagine que là, tu vas prendre une longue pause pour le temps de te remettre. C'est quoi la suite pour toi après un petit peu de repos, on imagine Une longue pause, ouais. Je vais me reposer le temps que mes blessures se guérissent et j'espère reprendre très vite malgré cette défaite. J'ai vraiment déçu les gens qui sont venus me voir et j'aime vraiment pas cette sensation. Merci. C'est bien, moi je suis fier de toi. Bonsoir Mustapha, Denis pour Disports Content. Juste, j'aimerais commencer par le fait que tu n'as déçu absolument personne. C'est le sport, tout peut arriver. Et ce soir, il y a eu un vainqueur, un perdant comme très souvent. Tu n'as déçu personne. Tu parlais du game plan qui était de plus boxer et rester à distance. On a vu que sur les phases de sol, tu t'es très bien défendu, tu t'es relevé aussi à un moment. Est-ce que vous êtes peut-être trop enfermé sur un game plan précis ou pas? Je pense pas que je me suis trop renfermé sur mon game plan, mais j'ai peut-être eu du mal à démarrer le combat. J'ai vraiment l'impression d'avoir très très mal démarré mon combat et c'est peut-être ça qui m'a fait sortir, qui m'a fait commettre des erreurs, beaucoup d'erreurs en début de fight. Tu as été surpris par le fait qu'il était tout le temps en train d'avancer, qu'il ne te laissait pas respirer? Je m'y attendais quand même un peu. Le game plan, c'était vraiment de bouger, de sortir et d'encaisser la pression. Et au fur et à mesure des rounds, mettre un peu plus de pression de ma part. Mais je pense que j'ai commencé trop doucement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, c'est gentil. Merci. Bonjour Mustapha, Chebs pour le média Le Parcours. Je voulais te demander, malheureusement, du coup, tu as perdu contre Aboubakar Younousov, tu as aussi perdu contre Demarte Peña. Est-ce que tu penses encore aller chercher une fois la ceinture ou tu vois comment ta carrière se passe pour le futur? Pour l'instant, la ceinture, c'est pas mon but. Je vais vraiment essayer de beaucoup travailler après cette défaite, voir ce qui allait pas, reprendre des combats, reprendre des victoires et on verra par la suite. Après, il faut savoir que moi je fais ce sport, c'est vraiment une passion. J'aime être dans la cage, j'aime me battre. Et à part quand ça finit comme ça, mais c'est un sport que j'aime. Je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour la gloire, je fais pas ça pour les abonnés. Donc j'ai eu une défaite aujourd'hui, j'ai eu quand même pas mal de victoires dans ma carrière. Et je vais refaire comme toute ma vie, je vais repartir au charbon et recombattre. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci Mustapha. On va te laisser aller chez le docteur. Merci beaucoup.